Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Connectez-vous, on va commencer. Monsieur Omvar, vous êtes là? Alors, Monsieur Omvar, vous êtes là, ça va? Oui, oui, je suis là, ça va. Mhm. En dehors du soleil qui me frappe là, dans mon bureau. Voilà. Donc, bonsoir à tous nos amis, hein. Nous allons commencer donc les conversations de ce soir, la conversation de ce soir. Évidemment, vous aurez noté une certaine absence. Ceux qui ont suivi un peu ce qui se déroulait sur ma page personnelle auront vu que j'ai connu pas mal de décès dans la famille. Il a fallu donc que j'honore la mémoire, hein, de ceux qui sont partis. Et je ne pouvais donc pas m'engager dans la politique comme j'aurais voulu le faire ou comme je le faisais auparavant. Donc voilà, vous excuserez donc ce silence. Mais voilà, nous sommes revenus, nous sommes là de nouveau et nous allons continuer notre série de conversations, d'émissions de conversation avec le peuple gabonais, qui sont avant tout des émissions, on va dire, d'éducation populaire, hein. Monsieur Onva et moi, nous sommes avant tout des enseignants, avant de faire de la politique, parce que nous ne nous définissons pas comme des hommes politiques, enfin, plutôt, on ne se définit pas comme des politiciens de carrière, nous sommes des hommes qui parlent de politique. Et à partir de là, nous nous définissons comme des hommes politiques, mais pas comme des politiciens. Alors, donc, cette série d'éducation populaire nous permet donc, de temps en temps, de communiquer avec vous, de converser avec vous sur des sujets de préoccupation, dont je vais donner l'occasion à monsieur, on va aussi de vous dire un petit bonsoir. Oui, bonsoir, cher Gabonais. Effectivement, comme le docteur Mangara l'a dit, de son côté et du mien, on a eu plusieurs décès et on était vraiment dans l'incapacité de reproduire quoi que ce soit parce que c'était des décès vraiment très directs et c'était vraiment un phénomène parce qu'en même temps que ça se passait chez lui, ça se passait aussi chez moi. Donc, on vous présente un peu nos excuses pour l'absence. Et puis, vous savez, l'absence est souvent profitable parce qu'à un moment donné, ça nous permet une introspection, hein, qui nous jaillit de nouvelles idées, hein, et puis, je pense que c'est souvent productif. Ça a été une bonne occasion. Et ça expliquait aussi, comme on dit, la rentrée politique, parce qu'à un moment donné, après un repos, on doit reprendre. Donc aujourd'hui, on a décidé de le faire. Je suis très ravi de vous avoir parmi nous. Donc, je vous remets la parole, docteur Manga. Voilà, merci monsieur Onva. Et donc, le thème de ce soir, hein, pour ceux qui ont vu l'affiche, disait, et je vais le lire de manière textuelle, parce que nous devons être sûrs de comprendre le français que nous parlons. Le titre de l'émission de ce soir, c'est, je cite donc, « Si le but est la chute des bongos, nous ne pouvons continuer à demeurer une opposition de mémorandum et de ville morte. » Cette thématique, à mon avis, elle est importante, surtout dans ce contexte, on va dire, d'élan électoraliste, où nous voyons se dessiner les mêmes scénarios, exactement les mêmes, que ce qu'on a vu en 93, en 98, en 2005, en 2009 et puis en 2016. Les mêmes scénarios, et on a envie de dire à la virgule près. Et pour nous, c'est inquiétant, parce que nous qui passons notre temps à essayer d'éduquer les Gabonais, surtout depuis que moi j'ai créé le mouvement Bongo doit partir en 98, ma préoccupation première a été d'étudier, d'abord en tant qu'intellectuel, parce qu'avant de faire de la politique, je suis d'abord enseignant. Au niveau universitaire, ça veut dire qu'au-delà des émotivités et des émotions que la politique peut susciter,
Il y a d'abord œuvre de réflexion intellectuelle sur des problématiques qui ont parfois aussi besoin d'être traitées de manière intellectuelle, de manière à mieux éclairer les dynamiques, les contextes, les circonstances dans lesquelles nous évoluons quand nous parlons de politique. Si le but est la chute des bongos, c'est important de comprendre ça. La chute des bongos veut dire la capacité de l'opposition à prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir devrait donc être l'objectif primordial. L'objectif primordial de l'opposition gabonaise. Et parfois, les gens, quand ils nous entendent parler d'opposition, ils se disent, mais parlez des bongos, pourquoi vous parlez de l'opposition? J'ai envie de dire, parler des bongos est presque inutile. Nous savons ce que les bongos sont depuis que la France nous a imposé cette malédiction. Nous le savons. Il ne sait pas qui était Omar Bongo. Il ne sait pas qui est Ali Bongo. Il ne sait pas les crimes récurrents que ces régimes communs. On peut en parler aujourd'hui, ce sera la même chose demain. On peut en parler demain, ce sera la même chose comme hier. En réalité, nous savons, mais la problématique n'est pas là. La problématique, c'est de savoir qu'est-ce que nous sommes prêts à faire, qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour en finir. Pour que l'élection veuille pouvoir dire quelque chose d'autre que la récurrence des régimes qu'on reconduit à chaque élection, pratiquement. Qu'on reconduit par notre complicité électoraliste. On reconduit parce que nous ne savons pas poser les conditionnalités. Il faut, pour un changement non seulement radical, mais également un changement réformateur qui pourrait amener le Gabon à une nouvelle ère, non seulement de dignité et de progrès, mais aussi de pratiques démocratiques décentes. C'est de cela qu'il s'agit, mes chers compatriotes. Comment faire basculer ce pays du statu quo actuel qui dure presque 55 ans pour une ère nouvelle qui nous apporterait la dignité nationale que nous méritons comme peuple vivant, et même dans un des pays les plus riches d'Afrique. Petit peuple, beaucoup de ressources, mais cela ne se voit nulle part dans le paysage économique national, le paysage social national. C'est dangereux, c'est terrible. Et donc, parler du PDG, c'est un peu comme céder à la distraction. Les distractions, on en a ces derniers temps. Regardez par exemple, dernièrement, on nomme Billy Binze. Billy Binze vous fait quoi comme première déclaration? Oh, prions. Comme si prier, et c'est ça qui allait créer les conditions de la dignité pour les Gabonais. Mais pour nous qui regardons ça, vous voyez, nous, on ne fera pas de live sur Billy Binze. Pourquoi? Parce que, attention, la distraction du PDG, c'est ça. Parce que si vous connaissez ce régime, il sait comment implanter des sujets presque, on va dire, puérils dans le paysage politique national. Parce qu'ils savent que nous sommes désormais habitués à congosser. Nous aimons le congossa de ces choses. Et le régime sait que s'ils implantent une idée comme celle-là dans le paysage politique national, dans le débat politique national, ça va dérouter tout le monde des potentiels préparatifs qui étaient en train d'être faits pour éventuellement changer ce pays. Parce que la distraction politique, c'est ça. Vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Le cerveau humain ça a été déjà démontré qu'il est incapable de ce que les Américains appellent multitasking. Il ne peut pas faire deux choses en même temps. C'est soit une, soit l'autre, mais pas deux en même temps. Donc, si vous parlez de Billy Binze et de la prière, vous ne pouvez pas parler du changement radical, surtout pour nous qui sommes du camp radical. Et Billy Binze est l'homme le plus dangereux de la République aujourd'hui, parce que je voudrais quand même que vous vous souveniez que c'est l'homme, j'ai presque envie de dire, qui maîtrise la communication, la réelle communication du PDG aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme qui est capable de vous embobiner nationalement, l'homme que je dirais même a sauvé le régime des Bongo en 2016. Si vous avez pu observer de loin comme nous, parce que nous, on était un peu
On regardait tout cela, c'était un spectacle. Mais Billy Binze a fait quoi? Billy Binze, au moment où Ali Bongo lui-même semblait presque reconnaître sa défaite, parce que, souvenez-vous, après le vote, il y a eu comme un silence du PDG. Le PDG était silencieux, on sentait qu'eux-mêmes avaient reconnu que merde, on a perdu l'élection. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Personne ne savait quoi faire. La personne qui est montée au créneau dans les médias, c'était Billy Binze. C'est lui qui a acculé l'opposition de Ping à, j'ai presque envie de dire, un défaitisme que je n'ai pas compris. C'est-à-dire que quand le peuple gabonais était presque dehors en train de susciter, de montrer des velléités de révolution, Billy Binze est allé décrire ça sur le plan international comme des violences et a accusé l'opposition de vouloir provoquer des violences dans le pays. Et l'opposition s'est un peu, on va dire, éloignée du peuple à ce moment-là pour dire, ah non, non, il n'y a personne ici qui a demandé au peuple d'être violent. Alors, au lieu d'embrasser ce peuple-là, de l'encourager, d'attiser ce moment qui était supposé être un moment révolutionnaire, puisqu'on savait que personne ne pouvait gagner par les urnes, du moins accéder au pouvoir par les urnes, on a en fait découragé le peuple en se disant, non, non, tout ce que le peuple fait là, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, nous sommes des démocrates. On a voulu montrer une image positive à l'international. Mais ce que ça a fait, c'est totalement décourager le peuple. Mais c'est Billy Binze qui allait à ces débats-là, dit, vous voyez, c'est des violents. Et l'opposition a dit, oh non, nous ne sommes pas violents. Il vous a piégé parce qu'il savait que si vous embrassiez le peuple dans ce moment-là, et il y a quelque chose qui allait se produire. Billy Binze, c'est un homme dangereux. Mais il voudrait que vous parliez de prière parce qu'il sait que ce n'est pas une journée nationale de l'emploi qu'il vous propose, mais une journée nationale de la prière. Et la prière, c'est quoi? On se met à genoux et pendant qu'on prie, on meurt de faim puisqu'on ne travaille pas. Et ça, c'est des réalités que nous, on a comprises. Mais il y a surtout aussi le fait que c'est comme ça que le régime gagne du temps. Pendant qu'on va passer 2 semaines à parler de prière, mais c'est 2 semaines qui prolongent le règne du régime puisque personne ne songe à sa chute à ce moment-là. Et ça a toujours été comme ça. De toute l'histoire du PDG, inséminé dans la conscience politique nationale, des débats puérils, mais visant à vous éloigner de l'essentiel. Donc, ce soir, mes chers compatriotes, nous allons aller droit au but. Hein. Donc, justement, parce que je vais parler de ces distractions, je vais un peu vous laisser monsieur Onva vous présenter quelque chose d'important. Donc, nous allons partager d'abord avec vous une petite vidéo qui va un peu nous rappeler hein, certains pans de l'histoire politique nationale. Cette vidéo, il faut la regarder attentivement parce qu'elle est pleine d'enseignements. Alors, donc, monsieur, on va faire passer la vidéo et puis vous allez faire votre commentaire hein, comme vous devez le faire et comme ça, les Gabonais comprendront un peu pourquoi il est essentiel parfois de savoir écouter surtout ce que les gens disent, ce que les hommes politiques disent. Surtout quand on parle de distraction politique, hein, parce que c'est important. Alors donc, voilà, je vais essayer de voir ici si on peut partager cet élément. Alors, quand vous le voyez, monsieur, on va, dites-moi, comme ça je... Bon, on voit. C'est bon? OK, alors on y va. Oui, monsieur le Président, j'ai été formé par vous-même dans les années 90 en compagnie d'Engron Eboué, Mbaoba Mandré, paix à son âme, Geno Isidore et j'en passe. Vous étiez mes grands frères. Lorsque les rénovateurs ont été créés, vous m'avez confié la lourde responsabilité de gérer les comités d'action politique, les CAP. Et c'est ces CAP qui ont sauvé le régime dans les années 90. J'ai appris à vos côtés. J'ai été fidèle et loyal. Et je vous ai toujours dit la vérité, rien que la vérité. En 2009,
en 2009 n'eût été votre sang-froid. Vous savez ce que nous avons fait pour préserver la paix dans ce pays. Et oui, le Gabon était au bord du chaos. Il a fallu que vous, Ali Bongo Ondimba, Bertrand Zibi Abégué, Ernest Mpouo Epiga, Léon Paul Goulakia et Paul Biyogemba, nous nous battions les coudes serrés pendant une semaine pour que ce pays ne sombre pas dans le chaos. Oui, j'ai été là et nous avons fait ce qui devait être fait. Et aujourd'hui, le Gabon est en paix. Alors aux apprentis sorciers, sachez que il y a des gens de l'ombre qui n'ont pas besoin de s'extérioriser. Le 20 décembre 2014, oui, j'étais dans l'hélicoptère. Oui, je suis allé dans la fournaise et notre pays, ce jour, a encore failli basculer. Dieu merci, paix à son âme, nous n'avons enregistré qu'un seul mort. Mais l'histoire retiendra que Guy Bertrand Mapangou, Ernest Mpouo Epiga et Bertrand Zibi Abégué ont dû batailler dur, très dur, pour faire reculer nos frères, nos sœurs, qui étaient déterminés à en découdre avec le régime. Alors, voilà, merci d'avoir écouté. Donc, monsieur, on va votre analyse de cette vidéo-là. Oui, docteur, nous nous retrouvons là devant une situation très sérieuse. Nous écoutons les gens, mais nous ne savons pas assimiler le message. Et la situation est très sérieuse actuellement. Nous savons désormais que l'élection est un piège. Et tout le monde le sait, ça fait 32 ans que nous ne faisons que faire la même chose. Il est grand temps que nous exploitions la voie révolutionnaire que nous n'avons jamais essayée au Gabon. Elle a été improvisée en 1990 et elle a quand même effrayé Omar Bongo au point que lui-même avait cru que c'était la fin de son règne. Mais il a été sauvé parce que la révolution n'a pas été préparée. Donc, en plus de la preuve de 1990, il y a un autre indicateur qui vient confirmer que la force démocratique de la rue est l'arme fatale qui peut faire chuter le régime de Bongo. Zibi vient de nous le confirmer là. Certains pensent que on déteste Zibi. Ce n'est pas la personne de Zibi. Moi, personnellement, contrairement à ce que les gens peuvent penser, moi, j'aime écouter mon frère Zibi Bertrand parce qu'il nous lâche involontairement des éléments qui nous permettent de confirmer ce que nous savons déjà sur les faiblesses du régime Bongo. Vous avez vu la vidéo. Qu'est-ce que la vidéo nous dit pour confirmer mes dires? Dans la vidéo, Bertrand, mon frère Bertrand Zibi, nous dit que ce sont les CAP qui ont sauvé le régime en 1990 quand le pays avait failli basculer suite à une insurrection populaire improvisée. Ça, c'est la première confirmation. La deuxième confirmation, c'est lors d'une deuxième tentative insurrectionnelle du peuple en 2009. Il nous dit qu'ils ont fait ce qui devrait être fait pour sauver le régime. Vous-même, vous entendez, vous imaginez ce qu'ils ont fait en 2009. Et en 2014, lors d'une énième tentative insurrectionnelle du peuple gabonais, Zibi nous dit qu'ils ont bataillé dur pendant une semaine jusqu'à l'assassinat de Mboulouboka le 20 décembre 2014. Parce que cette fois encore, le pays avait failli basculer. Chers compatriotes, je tiens à vous signaler que les échecs de ces 3 tentatives insurrectionnelles dont parle Zibi Bertrand ont tous un point commun, c'est-à-dire l'impréparation
et l'absence d'un leader révolutionnaire. Il faut bien le comprendre. Parce que pour poursuivre un combat, il faut qu'on sache exactement où on va et avec qui on va. Donc, lui, il était à l'époque pédégiste. Donc, vu de l'intérieur, Bertrand Zibi nous dévoile l'un des points faibles du régime Bongo. Et ce n'est rien d'autre que la force démocratique de la rue. Chers compatriotes, parmi les points faibles de ce régime sanguinaire, Bertrand Zibi ne nous a pas dit que ce sont les élections présidentielles qui font peur au Bongo. Non, moi je n'ai pas entendu ça dans la vidéo. Il n'a pas dit non plus que ce sont les mémorandums qui font peur. Encore moins les dialogues. Il n'a dit rien de cela. Mais il nous a dit que c'est la révolution populaire qui peut faire basculer les choses dans notre pays. Et tous ces anciens pédégistes le savent. Tous le savent. Et c'est la raison pour laquelle ils sont financés à coups de milliards pour une mission bien spécifique dans l'opposition pour tromper le peuple. Ils font des tournées provinciales dans le but, le seul but, d'aller corrompre certains leaders des villes et des villages dans nos provinces. Ces affamés sont obligés de se soumettre à cause de cette corruption-là. Et on les amène à une élection perdue d'avance, involontairement. Ils y vont involontairement parce qu'on les y a forcés à coups de millions de francs CFA. Chers compatriotes, nous avons là la preuve que c'est seulement par la voie démocratique de la rue que ce régime peut chuter. Ils ont peur de cela. Voilà pourquoi ils investissent des milliards de francs pour venir acheter les consciences des Gabonais dans l'opposition. Soyons vigilants, chers compatriotes, et écoutons attentivement lorsque ces anciens pédégistes nous parlent. Et la cabale vient de commencer. Elle a repris pour la nouvelle farce politique de 2023. Je vous en prie, dites-leur quand ils viendront dans vos villages. Dites-leur la vérité. Et chassez-les, parce qu'ils viennent pour vous manipuler, vous mentir. L'argent de vos impôts vous est retourné sous forme de corruption. C'est seulement l'argent que vous avez mis de côté en payant vos impôts qu'ils reprennent et ils viennent acheter vos consciences. Population du Gabon, vous avez la clé du changement entre vos mains. Vous avez la responsabilité de libérer ce pays pour des générations futures. Nos enfants nous observent. J'ajoute, mes enfants m'observent et vos enfants vous observent. Donc, docteur, c'est un peu ce que je peux dire sur cette vidéo. Merci vraiment, M. Onva. Présentation excellente. J'espère que les Gabonais écoutent, hein, parce que c'était, à mon avis, j'ai ressenti comme une grande émotion dans la manière dont vous avez présenté cela. Vraiment. C'était excellent, d'autant plus que ce que nous essayons de faire comprendre à nos amis, à nos populations, aux Gabonais, c'est d'apprendre à écouter. Beaucoup, ça donne simplement au spectacle de voir Zibi démissionner, humilier Ali Bongo. Mais quand vous êtes un Gabonais, une Gabonaise avertie, ce n'est pas ce spectacle qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, ce sont les paroles. Et ce que M. Onva vous dit, c'est que Zibi Bertrand vous a dit exactement ce qui fait peur au régime. Ce qui fait peur au régime, c'est de voir les Gabonais dehors. C'est de voir les Gabonais activement impliqués dans les rues à revendiquer quelque chose.
Et je dis quelque chose parce que nous allons un peu parler de la problématique de ce quelque chose-là. Et monsieur, on va également utiliser des mots importants. Improvisation, impréparation. C'est-à-dire qu'au Gabon, jusqu'à présent, tout ce qu'on a eu comme manifestation de manière générale, qui ont failli faire basculer les choses, ont souvent été des choses improvisées, spontanées, mais qui n'ont jamais perduré dans le temps parce qu'en fait, il manquait un leadership conséquent, capable d'embrasser ces velléités révolutionnaires du peuple. Et deuxièmement, il n'y avait pas de suivi puisque personne n'avait rien préparé. Donc, cette dimension, elle est importante. Pourquoi? Parce que quand nous disons que nous devons commencer à penser, à changer de paradigme pour qu'on ne demeure plus une simple opposition de mémorandum et de ville morte. Mais en réalité, ces deux mots, mémorandum, ville morte, c'est juste le symbole que nous essayons de traduire. Parce qu'il y a toute une panoplie de choses que l'opposition fait qui rentre dans un canevas politique, mais qui a besoin d'être étudié pour voir comment nous pouvons partir des approches convivialistes qui maintiennent le régime au pouvoir et à des approches révolutionnaires qui, elles, vont plutôt viser à la prise du pouvoir. Et c'est cette problématique que nous essayons de débattre. Donc, il s'agit de mémorandums d'action qu'on a vu dans le passé, mémorandum, élection, dialogue, ville morte. Tout cela n'a en réalité aucun impact réel sur le but. Si le but est la chute du régime. Jusqu'à présent, aucune des actions que nous avons menées dans le passé n'a eu aucun impact probant sur cette finalité. Et moi, je me pose souvent la question à ce moment, est-ce que jusqu'à présent, on a vraiment mis comme finalité la chute du régime dans tout ce qu'on a entrepris? Parce que tout est une question de but. Prenons justement l'exemple des villes mortes, parce que j'aimerais qu'on comprenne un peu ce que nous, on veut dire ici. La ville morte, le phénomène de ville morte n'est pas nouveau au Gabon. Nous avons eu, je crois déjà, pour la mémoire, pour ceux qui se souviennent de l'histoire politique de notre pays, en 1991, on a eu, je crois, par Mbabossol, un appel à la ville morte, si je me souviens bien. Je crois encore que le même Mbabossol a fait appel à une ville morte, je crois, en 92, si je ne m'abuse. Pierre Mamboundou en a fait une, je crois, en 2005. L'opposition en a fait une en 2009. Je crois même qu'il y a eu un appel de Jean Ping à une sorte de ville morte en 2016. Vous voyez, donc nous essayons ici de commencer à faire un distinguo entre une action purement politique et une action purement sectorielle. Parce que les villes mortes appelées par exemple par la société civile ou les syndicats ne sont pas a priori des villes mortes à visée politique. Elles sont sectorielles, elles relèvent de ce qu'on appelle des grèves générales, où on poursuit un but précis. Par exemple, si la société civile ou plutôt les syndicats disent, écoutez, nous voulons une augmentation de salaire dans, je ne sais pas, le secteur de l'enseignement. Ils peuvent dire, écoutez, on va faire une ville morte pour l'objectif spécifique des salaires. Ce sont des revendications sectorielles, mais elles n'ont pas pour but primaire la chute du régime. Il se trouve que malheureusement, on a souvent dans l'histoire politique de notre pays des quiproquos quant au but poursuivi. On voit les syndicats s'organiser pour des revendications sectorielles, mais il y a beaucoup de Gabonais qui vont accoler à cette action, à cette revendication, une finalité politique qui est que, cette fois, grâce à la ville morte des syndicats, on fait chuter le régime. Alors qu'en fait, les syndicats n'ont pas préparé dans cette action la chute du régime. Il est possible que, par le hasard des choses, parce que vous savez, ce qui provoque la fin des régimes, parfois on ne peut pas le prévoir. Ça peut venir du hasard total, qu'on va revendiquer pour les salaires, et puis boum, quelque chose se passe qui emmène le débat dans un contexte totalement politique, et puis la chute du régime se passe. Pourquoi pas? Mais un scientifique ne fonctionne pas
en attendant que quelque chose tombe du ciel par hasard. Un scientifique veut articuler une théorie, la maîtriser et la mettre en pratique. Voilà pourquoi quand on parle de mobilisation pour le but de changer le régime, pour le but de la chute du régime, pour le but d'amener à la prise de pouvoir de l'opposition, le débat doit prendre une autre consonance. Voilà pourquoi nous insistons ici sur la différence entre les revendications sectorielles, les villes mortelles que la société civile, les syndicats peuvent le faire. On a eu des choses admirables avec le copil citoyen qui ont été faites autour des revendications, autour du Covid. Mais si quelqu'un venait maintenant accuser la société civile, oh, vous avez raté la chute du régime, mais la société civile est en droit de leur demander, mais où est-ce que vous avez vu que dans la revendication que nous faisions, c'était fait pour la chute du régime? Parce qu'en réalité, ce n'est pas à la société civile, ce n'est pas aux syndicats d'articuler le message politique. C'est aux partis politiques et c'est donc le rôle de l'opposition politique qui peut, à terme, travailler avec la société civile et les syndicats pour articuler un but politique, pour amener les syndicats et la société civile à sortir du discours sectoriel et donc par la suite politiser son discours politique. Et la politisation du discours politique, c'est quoi? C'est dire, si nous sommes des syndicats intégrés dans un cadre revendicatoire qui est purement politique, nous n'allons plus dire, oh, nous sommes dans les rues où nous faisons la grève générale pour les salaires. Nous allons plutôt dire, ah, comme ça fait 33 ans au minimum depuis la conférence nationale que nous nous battons pour les mêmes choses sans jamais trouver de solution, ça veut dire que ce régime n'est plus à même de répondre aux besoins sectoriels qui sont les nôtres. Nous poussons donc la revendication plus loin pour dire nous demandons désormais la chute du régime, le travail ne reprend pas tant que le régime est encore là. Vous voyez, c'est ça qu'on va appeler l'étape de politisation. Mais généralement, les syndicats ne s'engagent pas dedans directement. Ils y vont quand la société politique les y a amenés parce que c'est aux politiques d'articuler ce message politique. Il se trouve qu'au Gabon, j'ai envie de dire depuis 2016, la société politique a disparu du débat politique. Ce sont les syndicats qui, tant bien que mal, essaient de faire des choses par-ci, par-là. C'est la société civile qui, tant bien que mal, essaie de faire des choses par-ci, par-là. Mais le but de la société civile, ce n'est pas de prendre le pouvoir, ce n'est pas à la société civile d'articuler le discours de prise de pouvoir. Et le risque avec ça, c'est que quand les gens confondent des actions de la société civile et des syndicats avec des buts de chute du régime, les gens finissent parfois par se décourager parce qu'ils diront, mais oh, on a eu une ville morte à telle époque, ça n'a rien donné. Il y en a qui ont perdu même leurs emplois parce que voilà, mais le régime est toujours là. Mais c'est parce qu'il y a une sorte de dissonance entre l'action associative qui n'a pas pour objet de viser la chute d'un régime et l'impatience des Gabonais qui, eux, voient dans toute action un but de chute de régime. Et cette dissonance crée un quiproquo politique qui peut parfois décourager les Gabonais la prochaine fois que quelqu'un veut tenter. Imaginez que demain, les hommes politiques disent, écoutez, nous, on va maintenant y aller, faire quelque chose avec une ville morte, mais les Gabonais peuvent se décourager pour dire, mais il y a eu déjà d'autres villes mortes avant, et ça n'a rien donné. Vous voyez, il faut qu'on soit capable donc de dire le but pour lequel nous organisons les choses. Si le but est la chute du régime, on doit le faire, doit l'expliciter. Mais je dis encore, nous avons une défaillance politique, un déficit politique, qui est que ceux qui sont supposés articuler ce discours ne sont pas présents. Alors donc, nous allons approfondir rapidement, mais je veux, avant que d'y aller, vous faire passer une autre petite vidéo, juste un reportage sur ce qui se passe au Pérou, parce que j'aimerais utiliser ça comme exemple pour pousser la réflexion plus loin. Monsieur, on va, avant que je ne le fasse, si vous avez quelque chose à ajouter, dites-nous rapidement, comme ça je peux faire passer la vidéo. Je pense que vous avez tout dit. Allez-y, on peut continuer pour sauver le temps. Très bien. Alors, donc je vais aller dans cette vidéo et la partager une seconde.
Alors, dès que vous le voyez, dites-moi. C'est bon. OK. Et on en parle avec Tania Romero Barrios, doctorante en études hispaniques à l'université Paris 8, spécialiste du conflit armé péruvien. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors racontez-nous ce qui se passe au Pérou. Pourquoi ces manifestants demandent-ils la démission de Dina Boluarte? Comment en est-on arrivé là? Alors, tout est commencé effectivement le 7 décembre lors de la tentative en fait de coup d'État de l'ancien président Pedro Castillo, qui par la suite a été en fait destitué par le Parlement, qui l'a substitué par Dina Boluarte et qui, depuis le début en fait de son entrée au pouvoir, ne s'est pas présentée comme une présidente de transition, mais a annoncé qu'elle allait rester au pouvoir jusqu'en 2026. Alors les manifestations ont commencé à se développer et la répression a été extrêmement violente en fait dans les Andes du Sud, ce qui a entraîné plusieurs morts à Apurímac, en fait, qui est d'ailleurs la ville de Dina Boluarte, à Ayacucho, et on a vu une évolution en fait dans les revendications qui, si au début porté un peu sur justement la restitution de l'ancien président Castillo, sont devenus, en tout cas, ont rendu prioritaire la demande en fait de démission de Dina Boluarte, en fait, ce qui permettrait aussi de lancer en fait un appel aux nouvelles élections, ainsi que la fermeture du Congrès actuel. Ça fait partie de un petit peu les deux éléments principaux avec la demande de l'Assemblée constituante aussi, qui devient de plus en plus demandée et soutenue. Alors, vous disiez effectivement que les troubles ont démarré le 7 décembre dernier avec la destitution et même l'arrestation de Pedro Castillo. Il a été accusé, lui, d'avoir tenté un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement. Madame Boluarte, elle est pourtant, c'était son ancienne vice-présidente, c'était quelqu'un qui était plutôt proche de lui, de ses idées. Comment se fait-il qu'elle soit considérée comme une traîtresse par les manifestants? C'était avant la répression. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous faire comprendre qu'il y a une multiple dimension de trahison. Enfin, d'abord, elle avait dit que si Castillo partait, elle allait partir. Elle est restée, mais non seulement elle est restée, elle a fait des alliances extrêmement puissantes en fait avec ceux qui étaient auparavant ses rivaux politiques. Donc actuellement, elle est au pouvoir sans parti, parce qu'elle a aussi quitté son parti en fait l'année dernière. Elle n'a pas de parti, elle a fait des alliances avec le Congrès qui a quand même 9% en fait de soutien de la population péruvienne, et à cela s'additionne la répression immense qui fait que du coup la population vraiment ressent à cette sensation de trahison en fait de la part de cette Qu'est-ce qu'ils souhaitent en fait ces manifestants qu'on a vus? On voit aussi qu'ils sont très pauvres, qu'ils n'habitent pas à Lima, qui est justement la capitale, donc le style de vie, le niveau de vie est très différent. Qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Alors, il y a plusieurs éléments. Effectivement, d'un côté, il y avait cette sensation qu'on marchait dessus, un peu ce symbole qui était un peu incarné par l'ancien président Castillo, qui était, et c'était une des revendications. Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure des manifestations, les manifestants ont été traités de vandales, de terroristes. Bref, il y avait toute une projection de ce que c'était ces manifestations qui montraient très bien un peu cette vision un peu de la capitale, très péjorative, très raciste, en fait, très classiste vis-à-vis de ces manifestants, d'où le fait qu'ils ont décidé aussi de venir jusqu'à Lima pour se faire entendre en fait. Donc il y a énormément de délégations qui sont venues justement pour essayer d'arriver à ce centre symbolique de pouvoir et essayer de se faire entendre. Il faut savoir aussi que récemment, là, dans un discours, dans une conférence de presse, Dina Boluarte a même dit Puno n'est pas le Pérou, qui est resté un peu la phrase extrêmement polémique, qui renvoie un peu à ce mépris qu'il y a en fait vis-à-vis justement de ces populations qui sont en grande partie extrêmement pauvres. Voilà. On va arrêter donc la vidéo là. Je pense que elle est assez explicite. Pourquoi? J'ai pris le Pérou, j'aurais pu prendre l'Afrique, le Burkina Faso, j'aurais pu prendre l'Égypte, j'aurais pu prendre la Tunisie, enfin des pays africains où nous avons vu la rue parler et donc arriver à un résultat.
Je prends cet exemple, pourquoi? Parce que ce que je ne cesse d'admirer chez d'autres peuples, en dehors de ceux du Gabon, c'est cette sorte d'abnégation, cette sorte de détermination qui fait que ces manifs du Pérou datent du 7 décembre. Du 7 décembre. Ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à peu près 2 mois dans la manifestation. Et les revendications sont assez simples. Les Péruviens avaient élu un président, Castillo, qui a apparemment fait des conneries au pouvoir. On l'a accusé de corruption. Donc, le Congrès l'a destitué dans un contexte de polémique politique. Et puis, ils mettent en place une transition coiffée par cette femme qu'on appelle Boluarte. Mais les Péruviens attendent d'elle, non pas qu'elle se décide à terminer le mandat en cours, mais qu'elle institue plutôt une transition qui doit leur faire entrevoir des élections. Pourquoi? Parce que le peuple péruvien dit, ok, d'accord, peut-être que Castillo a failli et tout ça, bon, on va être d'accord là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que vous deviez nous arracher, à nous, la décision de choisir un nouveau président. Donc, plutôt que de terminer le mandat de Castillo, puisque tu n'as pas été élu, toi, la dame de transition, on veut une nouvelle élection. Et non seulement nous voulons une nouvelle élection, mais nous voulons même que l'Assemblée actuelle devienne constituante. C'est-à-dire une manière de dire, nous voulons une réforme totale, tant de la Constitution que des institutions qui nous permettront d'éviter le type de crise que nous connaissons actuellement au Pérou. C'est-à-dire, en fait, imaginer le nouveau Pérou de demain à travers une assemblée constituante de transition. Et dont le but serait de préparer les élections qui viennent, les nouvelles élections. En fait, ils sont en train de dire presque ce que le BDP dit, c'est-à-dire, on ne devrait plus jamais tenir d'élections au Gabon qui n'aient été précédées par des réformes politiques. Voilà pourquoi un peu des hommes comme Luc Bongonossi ou Pierre Bambundu sont une exception dans le débat politique national. Parce que c'est les seuls qui posaient à l'époque, souvenez-vous, l'époque de Bambundu et des autres, qui posaient le débat de la réforme des institutions. Oui, ils allaient aux élections, mais ils avaient toujours cette préoccupation que pourquoi ne devrions-nous pas au minimum revoir les institutions pour mieux garantir demain la transparence, mais aussi que le pouvoir puisse passer d'une main à une autre, d'une personne à une autre, de manière pacifique. Et donc ce débat, mes chers compatriotes, il est important qu'on le mène aujourd'hui en tant qu'opposition. Quel type d'opposition est-ce que nous voulons être? Est-ce que nous voulons juste être une opposition, comme on l'a dit, de participation aveugle à des élections de manière inconditionnelle, une opposition de mémorandum où nous écrivons des mémorandums soit au régime pour lui demander à lui-même de décider de sa fin, sans y être forcé. Moi, l'histoire du monde, l'histoire politique du monde n'a pas beaucoup d'exemples où on a vu un dictateur se réveiller un beau matin pour dire, bon, écoutez, bon, moi, c'est l'intérêt de mon pays qui compte, donc je décide de réformer tout seul sans y être forcé et j'amène notre pays à la démocratie. Juste comme ça. C'est rare. Ce sont les exceptions qui confirmeraient la règle en réalité. Que les dictatures ne tombent jamais d'elles-mêmes. Elles ne tombent que parce qu'elles y sont forcées. Il y a donc d'abord ce point-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez, par exemple, le cas des villes mortes qu'on a organisé avec l'opposition, dont Babosole et les Mamboudou et le Mbobam à l'époque, 91, 92, 2005, 2016, vous verrez que ces villes mortes n'ont pas marché, puisque les bongos sont toujours là. Cette fois-là, elles étaient initiées par des hommes politiques. Elles n'ont pas marché, pourquoi? Non pas parce que les Gabonais ne pouvaient pas suivre, mais plutôt parce que je pense qu'il y a toujours eu manque de clarté quant à la finalité escomptée. Qu'est-ce qu'on voulait obtenir réellement? Qui puisse engager les Gabonais dans une activité politique où ils savent qu'il y a un but précis.
Et ce but, évidemment, devrait généralement être la fin du régime, la chute du régime. Un peu comme les Péruviens, ils ont un but. Ils disent, nous voulons une nouvelle élection. C'est clair. Donc, tout le monde qui est dans la rue sait qu'il se bat pour une nouvelle élection. Oui. C'est clair. Donc, pour nous, au BDP, on dira qu'il y a une différence, par exemple, je donne des exemples ici, entre une ville morte organisée pour protester, par exemple, contre la fraude électorale, comme on l'a vu en 2016 et les années d'avant, isolée dans le temps et l'espace. Je dis bien isolée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien eu de préparé pour avant ou pour après. On dit juste dans le vide comme ça, ville morte. Et pour quel objectif? Oh, on proteste contre la fraude électorale. Mais ça, c'est une dimension différente de si on organisait la même ville morte pour dire le but de la ville morte, c'est la chute, la fin immédiate du régime des Bongo. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas ceci ou cela tant que ce régime sera encore au pouvoir. Grande différence. Un mémorandum, il y a une différence entre un mémorandum convivial où on se met à genoux pour quémander des faveurs réformistes au régime, où on laisse le régime arbitre pour qu'il décide s'il veut oui ou non. Parce que s'il dit oui, il va vous entuber comme on le sait déjà au Gabon. Et s'il dit non, eh bien, vous avez quoi comme réponse? Vous allez aux élections parce qu'il a refusé. Et comme au Gabon, on est spécialiste du « on va encore faire comment ?» On va dire « oh bon, comme il a refusé, c'est pas grave, on va encore faire allons quand même aux élections. Peut-être qu'il y aura un miracle, peut-être qu'il y aura un déclic, peut-être. » Un homme politique qui prépare la prise de pouvoir ne fonctionne pas avec des peut-être. Un homme politique qui prépare la prise de pouvoir, prépare, s'organise et dit « voilà ce que je vais faire. Et si le régime refuse, voilà les conséquences. » Donc, c'est ça la différence entre un mémorandum convivial qui dit « oh, Ali, est-ce que tu peux accepter ça ?» Et celui qui dit « tu dois accepter ça. » Et si tu n'acceptes pas ça, voilà la conséquence. Grande différence. Il y a une différence entre une élection à laquelle on participe, alors qu'on sait qu'elle est perdue d'avance, et une élection à laquelle on participe pour prendre le pouvoir. Et quand on sait qu'on la prépare pour prendre le pouvoir, on n'y va pas sans condition. On n'y va pas sans débat de réforme. On n'y va pas sans, en réalité, travailler à imposer sa volonté. Et voilà pourquoi je tenais à partager avec vous aujourd'hui une photo qui est un peu mon rêve. Je vais vous partager cette photo. C'est mon rêve, en fait. Je vais vous parler du rêve que j'ai. Je ne suis pas Martin Luther King, mais j'ai un rêve aussi, moi. Et voilà mon rêve. Monsieur, on va, si vous voyez la photo. C'est bon. Voilà. Voilà mon rêve. Ça, c'est le dernier meeting, je crois, de l'opposition unifiée qui essayait de commencer un certain débat. On voit là tout le parterre politique national. Et monsieur, on va vous parler un peu tout à l'heure de pourquoi ce parterre-là, parfois quand on voit une image comme ça ne peut pas donner confiance aux Gabonais. Parce que ce parterre-là, il est réuni pour l'élection. Et le débat qui en sort, c'est un débat pour l'élection. Et nous savons que dernièrement, ils ont sorti un mémorandum. N'est-ce pas? Et ce mémorandum fait essentiellement quoi? Ce ne sont que les répétitions des mêmes revendications que nous avons à la bouche. J'ai envie de dire depuis la conférence nationale, les mêmes desiderata. Ça ne change pas de beaucoup. Les virgules sont les mêmes, les points sont les mêmes. Parce que depuis 1990, nous pratiquons une politique de référendum, une opposition de référendum. Et ça veut dire quoi? C'est soit on ne parle pas des référendums, des mémorandums, soit des mémorandums à l'encontre du régime lui-même, demandant que le régime se fasse harakiri, ce qu'on ne peut pas comprendre. Pour les gens comme nous, ça n'a aucun sens. Ou alors des mémorandums à la communauté internationale où on a presque l'impression que les Gabonais ont abdiqué. C'est maintenant la responsabilité de la communauté internationale, dont ils se plaignent souvent de soutenir les Bongos, c'est maintenant à eux de venir nous libérer.
Puisque le mémorandum sert à quoi dans ce cas-là? C'est pour demander que quelqu'un vienne faire le travail à votre place, non? C'est abdiquer sa responsabilité. Donc, nous parlerons de nos propositions tout à l'heure et on va revenir sur cette idée de mémorandum parce que je voudrais d'abord juste rapidement couvrir le raisonnement et puis on va conclure sur nos propositions. Et M. Onva va commenter aussi là-dessus un peu parce que la participation aux élections a une finalité aujourd'hui qui n'est pas celle de la prise de pouvoir. Et ça, il faut en parler. Donc, quand vous demandez, mais l'autre peut refuser ou accepter. Mais il y a aussi des manières où, quand je vois cette image, je me dis, s'ils mettaient la même énergie à parler d'élection, qu'ils mettent à parler d'élection, la même énergie qu'ils mettent à parler du changement au Gabon, du besoin de s'organiser pour la prise de pouvoir, je peux vous garantir qu'en 2, 3, 4 mois, la prise de pouvoir serait obtenue. Et quand je dis la prise de pouvoir, ça ne veut pas forcément dire la chute du régime, ça peut vouloir dire obtenir toutes les réformes qui garantissent que la prochaine élection qui se tiendra au Gabon puisse en réalité assurer que le pouvoir passe demain. Au minimum. Mais ça finit par la chute du régime. Comme ça peut aller très rapidement, comme on a vu au Burkina Faso, une semaine, boum, boum, tout est terminé et on passe à autre chose. Mais cette image, c'est mon rêve. C'est-à-dire que j'imagine cette image où l'opposition se serait réunie, non plus pour parler d'élections, de participer sans condition, mais pour poser non seulement les conditions de la prochaine élection, mais en disant en même temps que l'élection en question ne se tiendra pas tant que cette réforme n'aura pas été obtenue. Et ça veut donc dire qu'elle va s'organiser pour l'empêcher, pour amener à la réforme, au minimum. Un peu comme vous voyez les Péruviens. Eux, ils ont un but. Une élection, on la veut maintenant. Et nous, on peut dire, l'élection qui vient ne peut pas se tenir tant qu'il n'y a pas eu réforme. C'est mon rêve de voir une réunion de l'opposition qui aurait pour but de dire, écoutez les gars, ça fait 33 ans qu'on fait la même chose. Ça fait 33 ans qu'on pond des mémorandums. Ça fait 33 ans qu'on essaie de faire des choses tant bien que mal, improvisées, machin, villes mortes qui ne vont nulle part. On va cette fois s'organiser pour que la ville morte ait un sens politique pour les Gabonais. Pour que le mémorandum ait un sens politique pour les Gabonais. Pour que les élections aient un sens politique pour le Gabonais. Pour que même les dialogues aient un sens politique pour les Gabonais. Mais des mémorandums qui sont pour imposer les conditions. Des élections qui se tiennent parce qu'on a imposé la réforme, mais des dialogues qui se tiennent parce que ce n'est pas vous qui demandez le dialogue, c'est le régime qui est obligé de le demander parce qu'il sait que s'ils ne dialoguent pas, ils vont mal finir. Ce sont des villes mortes s'inscrivant dans une dynamique de prise de pouvoir. On commence aujourd'hui, on sait qu'on vise cette fin dans 1 mois, dans 2 mois. Et tant qu'il n'y a pas eu ce vrai débat, et tant que le régime est encore là, et tant que on n'arrête pas. Comme les Péruviens font en ce moment. 2 mois, ils y sont. Mais ils n'arrêtent pas parce qu'ils veulent ce qu'ils demandent. Et c'est clair ce qu'ils demandent. Donc, je vais d'abord m'arrêter là pour laisser monsieur, on va commenter à son tour et on va arriver à l'étape des discussions parce qu'on ne veut pas trop s'éterniser, de sorte que les gens comprennent où nous, on veut aller quand on dit, si le but, et j'insiste, si le but est la prise de pouvoir, donc la chute du régime, donc la prise de pouvoir, nous devons changer de paradigme, nous devons commencer à parler de l'élection autrement que par le principe de simplement aller à l'abattoir politique que les bongos ont organisé. C'est tout. Donc, monsieur, on va, allez-y pour le commentaire que vous avez à faire. Je vais arrêter le partage. Oui, docteur, quand je regarde votre image, c'est vraiment un rêve, mais bon, vous savez, hein, on l'a bien vu en 1990 lorsqu'il y a eu la conférence nationale. Hein, après, jusqu'à 1994, ce qui s'est passé, parce que moi, un regard historique sur le jeu politique gabonais nous explique bien et méthodiquement pourquoi certains opposants que nous appelons mangeurs professionnels s'organisent toujours
pour entraîner le peuple à une élection perdue d'avance. Vous voyez, c'est ce genre de conférence-là. Hein? Et ce comportement ingrat, hein, je trouve sa raison principalement lors des accords de Paris de 1994, hein, sous la médiation française. Et là, les leaders de l'opposition de cette époque, qui avaient pourtant le soutien indéfectible du peuple gabonais, mais avaient vite fait, hein, de renoncer à leurs convictions et oublier même leurs revendications démocratiques, l'espoir même du peuple. En échange de quoi? De ce qu'ils ont inventé à l'époque, qui s'appelait, et qui continue de s'appeler, le franc électoral. Hein, et des négociations de partage de pouvoir. Je parle là bien de 1994, où le peuple a été vendu. Ce franc électoral, à ma connaissance aujourd'hui, est l'ordre de 60 millions de francs CFA. Je ne sais pas si ça a changé. Je n'ai pas de nouvelles sur le changement de ce franc électoral. Donc, c'est le montant qui est remis à chaque parti politique, à chaque élection. Bien entendu, ce montant, quand on le voit et quand on connaît les manipulations au Gabon, on sait qu'il diffère selon les mouvances du parti. Parce que les partis de la mouvance présidentielle perçoivent peut-être même le triple de cela. Vous voyez, perçoivent peut-être le triple, tel qu'on le sait au Gabon. On le dit pourquoi? Parce que lorsqu'on les voit, hein, ils sont aisés dans les finances lorsqu'ils circulent au pays pour leur tournée républicaine. Ils sont plus nantis que les autres. Pendant que d'autres, ils triment. Et là, ça a été le piège d'Omar Bongo. Omar Bongo connaissait bien son opposition. Il savait bien que la faiblesse était l'argent. Donc, il fallait créer quelque chose comme ça et les amener en France. Devant la France, l'opposition gabonaise a accepté. On peut donc dire que Omar Bongo les a piégés et les a eus. Donc, satisfait de la médiation française, notre élite de l'opposition avait fini par négocier un apaisement qu'ils ont appelé la paix des braves, hein, qui a été proposé par notre feu maître Agonjo Okawe, quelqu'un de très radical qu'on a connu à l'origine, mais qui s'est lui aussi laissé aller parce que la majorité avait décidé qu'on veut le franc électoral. Donc, c'était là le président du Parti gabonais du progrès. Un parti dans lequel j'ai milité à l'époque, je me rappelle, parce que je trouvais ce monsieur charismatique. Donc, la signature de cette paix dite des braves est vue ici comme une acceptation de partage de pouvoir dans les gouvernements d'union nationale. Et c'est ce que nous avons contemplé au Gabon. Donc, de retour de cette paix dite des braves de Paris, nous avions constaté déplorablement une prolifération des partis politiques qui étaient vus ici comme des petits business. Chacun voulant profiter du franc électoral, il fallait qu'il aille créer son parti politique. Ils étaient donc devenus des hommes d'affaires politiques. Des hommes d'affaires politiques suivant le franc électoral. Donc, depuis ce temps, nous avons affaire à des faux opposants, des mangeurs professionnels. Et pour certains d'entre eux, quelle que soit la souffrance du peuple gabonais, ils font semblant de compatir. Mais dans leur fond, ils n'en ont rien à cirer. C'est l'argent du franc électoral qui les intéresse. Et ironie du sort, je ne sais pas si le docteur peut me démentir là-dessus. On n'a jamais su à quel moment ce franc électoral est distribué, ni la publication de la liste des partis politiques qui le reçoivent.
Je ne sais pas s'ils le font, mais moi, je n'ai jamais vu. Alors que pour des raisons de transparence, cela devrait être publié. Cela devrait faire l'objet d'une publication officielle. Parce que c'est quand même l'argent du contribuable gabonais. On doit savoir qui perçoit ce franc électoral et combien il perçoit. Alors, chers compatriotes, cet obscurantisme révèle une autre tactique, une autre technique de corruption pour contraindre les partis politiques à soutenir le parti au pouvoir. On ne sait pas quand ils passent tous à la présidence à genoux pour quémander le franc électoral. Voilà pourquoi vous voyez des partis politiques de la mouvance présidentielle et des partis politiques de la mouvance opposition. C'est des équilibristes. Ils savent qu'en se déclarant indépendants, ils vont être appelés par le régime et se mettre à genoux pour quémander le franc électoral, qui ne sera plus de l'ordre de 60 millions, mais des milliards. Parce qu'ils vont promettre au Bongo que notre score à l'élection sera le vôtre. Vous nous donnez n'importe quel score, mais vous prenez ce que nous on a acquis réellement. On peut donc dire que notre élite de l'opposition a vendu le peuple gabonais au Bongo. C'est la raison pour laquelle le système Bongo-PDG est organisé de sorte que, d'un côté, il confisque la démocratie sur le plan national par des brimades, des assassinats de tout genre, des crimes rituels, parce qu'ils sont libres, désormais libres. Le peuple, l'opposition a dit, faites-en ce que vous voulez. Nous, on veut juste le franc électoral. Et de l'autre côté, ils développent des apparences démocratiques sur le plan international, avec la complicité même de ces mêmes opposants mangeurs professionnels qui jouent le jeu en participant aux élections perdues d'avance. Dans un pays où il y a l'opposition et la majorité qui vont aux élections, c'est l'image même de la démocratie. Et c'est ce que la communauté internationale voit. Mais ils sont seulement étonnés qu'à la fin, on dise « on nous a volé la victoire ». Mais vous avez accepté d'aller à cette élection. Hein? L'opposition et la majorité. Vous revendiquez quoi maintenant là? Oh, les institutions. Mais vous saviez que ces institutions étaient comme ça. Vous avez accepté donc les résultats. Donc, c'est à ce niveau que se trouve notre pays aujourd'hui. Je ne veux pas prendre trop de temps, docteur. Donc, puisqu'on a promis aux Gabonais qu'on ne sera plus long, je vous remets la parole. Voilà. Très bien, monsieur Onva. Et vous faites bien vraiment d'aborder cette question de la manière dont vous avez fait, parce que nous voudrions nous assurer que les Gabonais comprennent deux choses. Nous, au BDP, on ne dit pas que nous sommes pour un boycott. Attention. Parce qu'ils peuvent croire que quand on dit qu'il faut s'opposer aux élections, c'est pour dire boycotter. Non. Boycotter, c'est une activité qui s'inscrit dans le canevas électoraliste du bongoïsme, c'est-à-dire leur calendrier électoral mène un peu ce que vous pensez. Donc, si ils disent qu'il y a élection, il y en a qui vont participer, il y en a qui vont boycotter. Mais tout ça, c'est la même salade pour nous. Le BDP dit qu'il faut empêcher. C'est différent. Il faut empêcher que l'élection ne se tienne sans réforme préalable. C'est tout ce que nous disons. Réforme d'abord, élection ensuite. Pour que demain, si le Gabonais veut élire un chien, ce sera le chien qui sera élu. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Et en fait, je peux garantir que l'élection de 2023 sera pire pour l'opposition que l'élection de 2016. Il sera même difficile de répéter l'exploit de Jean Ping, à mon avis, qu'on a connu en 2016. Donc, c'est déjà important de tenir compte de ça. Empêcher l'élection, et nous allons faire une proposition telle que nous le voyons, et puis on pourra débattre ça dans les émissions qui viennent. La deuxième chose que nous voulons dire, c'est que nous ne sommes pas là pour décourager quelque initiative que ce soit, surtout de la société civile qui se débat, parce que j'ai envie de dire, les pauvres, ils essaient. Donc, quand la société civile vous appelle à une ville morte, allez-y quand même. Et nous sommes là pour soutenir toute initiative qui embête les bongos, qui va même égratigner un peu les bongos. Nous, on est pour.
Voilà pourquoi vous voyez que nous, on n'a rien contre ce que les jeunes font. Hein. Un jeune qui dit, bon, Ali Bongo, c'est un sosie, il est mort, on dit, hey, si ça embête Ali Bongo, pourquoi pas? Donc, nous, on n'est pas là pour décourager. Donc, je dis encore une fois, la société civile est celle qui a un peu de voix en ce moment, mais ce n'est pas la responsabilité de la société civile d'amener à un changement politique. Elle peut être un support aux hommes politiques dans un cadre dynamisé où tout le monde converge vers la même finalité. Et à ce moment, on politise tous le discours politique. La société civile politise pour dire on veut la fin du régime. Les syndicats politisent pour dire on veut la fin du régime. Mais tout cela doit rentrer dans un canevas commun, convergent, parce qu'on s'est mis d'accord sur le but de la chute. Mais entre-temps, en attendant, on ne va pas dire aux jeunes si vous voulez appeler à une ville morte, on va vous décourager. Non, faites-le. Il arrive que des choses inattendues se passent. Faites-le. Et nous, on va toujours encourager, toujours soutenir. Et si vous voulez qu'on dise un mot en soutien ou qu'on fasse quelque chose ensemble, on sera toujours là pour soutenir ces initiatives qui embêtent le régime. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas des initiatives de la société civile, c'est des initiatives de la société politique. Ce qu'elle peut faire pour organiser la prise de pouvoir, donc la chute du régime qui mène à cette prise de pouvoir. Ça, c'est la finalité de l'émission de ce soir. Et donc, nous soutiendrons toujours tout, sauf la participation aveugle à des élections perdues d'avance. Parce que celle-là, elle ne mène à rien. On ne va pas continuer à répéter les mêmes salades, les mêmes choses à chaque fois. Maintenant, nous allons parler de notre proposition, ce qui nous permettra aussi de clarifier ce que nous entendons par la force démocratique de la rue. Parce que je crois que là-dessus, il demeure des ambiguïtés assez profondes. Ce que nous constatons et qui nuit en réalité à la possibilité d'un gain démocratique au Gabon, c'est que le régime, sans qu'on s'en rende compte, par des brimades, la corruption et tout le reste, a quand même réussi quelque chose de phénoménal au Gabon. C'est-à-dire confiner les Gabonais dans l'espace privé. Où la politique au Gabon, au moins depuis 2016, ne se fait que dans les arrière-cours des hommes politiques. L'espace public a quasiment été interdit aux opposants, surtout qu'on pourrait percevoir comme radicaux. Le régime a profité du Covid pour imposer des couvre-feux qui étaient pour la même finalité, pas pour la santé des Gabonais. C'était simplement éviter les rassemblements. Donc, le régime a réussi cet exploit-là. Et monsieur, on va vous l'a dit, ce que le régime aime, c'est quand on n'envahit pas l'espace public. Quand on dit on va faire les casseroles, le régime adore ça. Zibi Bertrand le dit, hein, il faut écouter Zibi parce que, monsieur, on va vous montrer la vidéo de Zibi pour vous dire, le régime craint la rue quand les gens sont dehors. Si vous êtes dans l'espace privé à faire les casseroles, parfait. En fait, ça donne même à l'étranger l'image d'une démocratie à la gabonaise. Oh, le peuple, bon. Le régime adore ça quand vous êtes dans l'espace privé. Quand vous êtes dans la ville morte elle-même, je crois que le régime aime aussi ça. Pourquoi? Parce qu'il va dire, bon, ils sont à la maison, tant qu'ils n'investissent pas l'espace public, ça va faire effet médiatique, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on tombe. Ils aiment ça aussi. Et comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas 91, on a eu des villes mortes, ça n'a pas tellement marché. 92, 2005, 2007, appelés par les hommes politiques. Mais le régime adore ça. Que l'homme politique dise, OK, on va protester par la ville morte et non pas manifester publiquement. Et ça, c'est important. Nous, on veut apprendre aux Gabonais, les éduquer à comprendre que la fin du régime tiendra de ce que tous les autres peuples du monde font. Nous ne pouvons pas inventer la science de la politique quand même pour dire qu'il n'y a qu'au Gabon où, parce qu'on nous aura dit, restez à la maison, le régime va s'écrouler tout seul. Non, non. Nous devons commencer à faire que les Gabonais maturent, deviennent adultes pour comprendre que tant que nous ne serons pas capables d'investir l'espace public, le changement lui-même ne viendra pas. Pourquoi? Parce que la question de l'espace
public ou de l'espace privé, est une question purement, on va dire, stratégique. C'est-à-dire que la ville morte, la grève générale, tous ces éléments, en isolé, ne mènent nulle part généralement. Mais s'ils sont dans le cadre d'une finalité spécifique, ils valent quelque chose. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de quand un syndicat dit « on veut telle chose, les salaires », et ils font une ville morte pour ça. La finalité est claire. Et ils peuvent décider de continuer s'ils n'ont pas obtenu de résultats ou pas. Mais quand il s'agit de la politique menée à la chute du régime, la finalité aussi doit être claire, clairement articulée aux populations, que nous faisons ceci pour obtenir tel résultat. Ça ne peut pas être vague. Et donc, quand nous, on parle aujourd'hui de la rue et de tout le reste, on va vous expliquer que nos propositions sont simplement de ceci. Il nous faut créer une opposition de combat. Et l'élection de 2023 peut encore être empêchée. Nous avons encore quoi, 7 mois devant nous. C'est une éternité. Au Burkina, il a fallu une semaine. En Égypte, 1 mois. En Tunisie, 1 mois. Pour en finir. Tout dépend de si on est préparé ou pas. Donc, nous, on dit quoi? Mémorandum, pourquoi pas? Mais il faut se passer de ce qu'on va appeler un mémorandum agissant. La différence entre un mémorandum convivial et un mémorandum agissant, c'est quoi? Le mémorandum agissant va procéder par ce qu'on appelle en politique un ultimatum. Il va dire, écoutez, le régime, voilà ce que nous demandons. Mais vous ne le demandez pas de manière vague. Vous spécifiez ce que vous demandez. Par exemple, au lieu d'aller les mains vides, vous dites, au vu de l'histoire politique du Gabon, voilà la nouvelle constitution que nous proposons et nous attendons que cette constitution soit promulguée sans changer une virgule. Si vous tentez de changer une virgule, il y a conséquence. Vous devez l'accepter telle qu'elle. Donc, vous y allez déjà avec ce que vous voulez, mais vous l'articulez déjà. Voilà la nouvelle constitution du Gabon que nous voulons parce que nous savons que celle-là va nous garantir les conditions d'alternance que nous recherchons. Première chose. Deuxième chose, et ça c'est avant l'élection, vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est une réforme préélectorale que nous visons. Donc, je suis en train d'articuler cela. Donc, vous dites, voilà une nouvelle constitution, mais au-delà de la constitution, il nous faut aussi réformer les institutions qui organisent les élections. Par exemple, détacher la commission électorale du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, son seul rôle doit être un peu comme aux États-Unis, fournir la logistique. Mais il y a un organe indépendant à côté qui organise les élections de manière indépendante et dont les nominations ne doivent pas dépendre du président de la République, mais de procédés qui garantissent à ces gens que leur poste est protégé, ils ne sont pas en danger s'ils contredisent la volonté de l'exécutif. C'est ça qu'on appelle une commission indépendante. Elle organise les élections, elle jouit de la logistique du ministère de l'Intérieur, de la sécurité qui va avec, mais le ministère de l'Intérieur n'est pas impliqué dans l'élection. Ça demande aussi une autonomisation de la Cour constitutionnelle. Celle-là aussi, c'est la même chose. Les magistrats là-bas ne doivent plus être nommés par le président de la République. Ces deux institutions doivent avoir des budgets autonomes qui les rendent autonomes, de manière à ce que quand on nomme un juge constitutionnel, ils se sentent à l'abri pour qu'ils ne craignent plus que « oh, on va m'enlever si je contredis l'exécutif ». Vous comprenez que ça, c'est un minimum, une constitution qui redéfinit le cadre dans lequel nous voulons fonctionner au Gabon, mais aussi une autonomisation, donc l'indépendance des commissions électorales, mais aussi la Cour constitutionnelle. Donc, c'est à vous, l'opposition, de dire, voilà le calendrier que nous imposons. Il faut que la réforme soit faite dans ces dates-là, et si tout est bon, on pourra maintenant mettre une date à tel ou tel moment pour l'élection. C'est vous qui déterminez ce que vous voulez et vous dites voilà ce qu'on veut. Mais avec un ultimatum qui dit si tout cela n'est pas accepté ou mis en place à telle date, il y aura telle conséquence. Et ce délai que vous donnez là, entre le dépôt de l'ultimatum
et la date butoir, c'est le temps qu'il vous faut simplement pour préparer les Gabonais, communiquer, circuler pour dire les Gabonais, apprêtons-nous. En fait, il faut arriver à un moment où les Gabonais vont pouvoir obéir au mot d'ordre de l'opposition pour que quand on dit ville morte, ils sont à la maison. Mais quand on dit aussi, cette fois on est dans la rue, ils sont dans la rue. Il faut maîtriser ce processus-là et communiquer clairement avec les Gabonais. Et donc, cette date butoir devient votre déclic insurrectionnel, où vous savez que vous avez bien préparé le peuple et tout le monde devrait s'attendre à ce que les soubresauts que nous recherchons commencent. Et donc, en fait, enclencher les processus de rue, ce qu'on appelle la démocratie de la rue, c'est-à-dire la force démocratique de la rue dont on parle souvent. Maintenant, quand on dit la rue, il faut comprendre ce que nous disons. La rue, ce n'est pas juste des violences gratuites ou n'importe comment. Nous parlons là d'un cadre organisé où les gens ont prévu l'étape A, l'étape B, l'étape C jusqu'à l'étape Z, parce qu'on sait que c'est toute une panoplie d'actions révolutionnaires qu'on a préparées. Et dans ce contexte-là, on aura des moments de ville morte, on aura des moments de désobéissance civile, et comme je le dis souvent, on n'a même pas besoin de violence où les gens parlent d'armes. En réalité, les autres peuples qui se sont libérés au Burkina, en Égypte, n'ont pas pris d'armes, ils ont utilisé la force populaire, tout simplement. Donc, on peut le faire de manière très pacifique, non violente. La violence du régime va s'abattre sur nous, mais celle-là ne doit pas nous arrêter. Ce qui doit être concret dans notre esprit, c'est que la persistance, de jour en jour, la plupart des manifs au Gabon qui étaient spontanées se sont souvent éteintes en 2, 3, 4 jours. Mais au-delà, ça c'est tiole. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été organisé. Mais si c'est l'opposition qui est devant, si un jour on a cette photo où l'opposition s'est réunie, ce sera un coup de tonnerre national, je vous le dis. Que pour une fois dans l'histoire de la République, l'opposition se réunit, non plus pour faire des mémorandums conviviaux, mais pour faire des mémorandums agissants qui établissent la règle du jeu et qui l'imposent. C'est différent et ce n'est pas impossible. Il faut juste mettre la même énergie à parler d'élections qu'on met à parler d'élections à cet autre processus qui dit qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'il n'y a pas eu telle réforme. Et la rue va parler, mais la rue, ce n'est pas la violence, la rue, c'est le peuple debout qui tantôt, tel jour, c'est le jour du dehors, tel jour, c'est le jour de la maison. L'essentiel, c'est de montrer à un moment que nous sommes dans une situation d'ingouvernabilité où le régime en place ne maîtrise plus les données et à l'international, ça va se voir. Mais on ne peut pas voir les choses quand elles se passent uniquement dans la maison, dans les arrière-cours. Les choses changent parce qu'on en parle, parce que le peuple est dehors. Et c'est ça l'impact national et international qui libère. Il faut arriver à cette étape. Mais pour y arriver, il faut que l'opposition se prépare, s'organise pour ça. Mais véhicule un message clair qui dit compatriotes, le moment est venu. Nous voulons une nouvelle élection, mais nous savons que cette élection ne peut produire autre chose que ce qu'on connaît déjà. On va donc passer à autre chose, et cette autre chose, c'est quoi? On a cet ultimatum, mémorandum ultimatum, et le déclic qui va avec, la conséquence si le régime refuse. Si le régime accepte, il composera dans le cadre du dialogue organisé par l'opposition, pas par le régime. C'est à vous donc de dicter la loi. Et donc, nous, au BDP, nous sommes plutôt prêts, si on le veut, à participer à ce type de préparation, où on dit, aujourd'hui, l'opposition s'est réunie, non plus pour parler de qui va être candidat, parce que vous voyez, vous pouvez tous être candidat, personne ne va gagner parmi vous, personne. Alors que cette réforme préélectorale garantit au moins que l'un d'entre vous sera gagnant demain. L'un d'entre vous, pas les bongos. Nous disons parce que nous savons qu'au Gabon, les bongos ont fait une constitution à la mesure de l'incapacité des bongos de gagner une élection transparente. Ça veut donc dire qu'aucun bongo ne peut gagner une élection qui soit transparente au Gabon. Et si l'élection est transparente, eh bien voilà, c'est nous qui gagnons, l'un d'entre vous. Autrement dit, vous participez à une élection perdue d'avance, vous allez tous perdre. Mais vous imposez la réforme préélectorale, l'un d'entre vous sera le prochain président du Gabon. Il faut faire un choix. Lequel voulez-vous pour le peuple gabonais? Et donc pour nous, nous pensons qu'aujourd'hui, le moment est venu de commencer à y penser. N'attendons pas la fin des élections, parce qu'une fois que l'élection est passée et que l'autre est allé à la télévision pour dire Ali Bongo a gagné, ça devient dur, excessivement dur de changer cette réalité. L'histoire de notre pays depuis 33 ans nous l'a prouvé. Pourquoi attendre que l'autre proclame alors qu'il faut l'empêcher même de proclamer?
Et ça ne peut se faire que si on bloque l'élection avant l'élection et qu'on impose la réforme. Voilà, mes chers compatriotes, hein, ce que nous, on avait à vous dire, que la rue sera toujours la solution. C'est scientifique, c'est inviolable, c'est mathématique. On ne pourra jamais contourner cette réalité. Qu'on vous le dise ou pas, vous pouvez nous aimer ou pas, ça ne change pas la réalité. C'est comme quand on vous dit, vous allez mourir. Je peux vous dire, vous allez mourir, vous allez me casser la gueule comme vous voulez, ça n'empêche pas que vous allez mourir. C'est la réalité inviolable. Au Gabon, il n'y aura pas de changement par l'élection, surtout pas par ces élections perdues d'avance. Le seul changement par l'élection viendra si on a imposé une réforme. Et le quatrième élément, c'est que si on organise cette élection après réforme, on ne peut pas en laisser l'organisation au système gabonais. Il faudra que l'ONU vienne plus ou moins être un peu coiffer cet édifice-là, qui sera bien gabonais, évidemment, avec des institutions gabonaises, mais coiffé par l'ONU pour que le régime n'ait aucun accès qui puisse influencer les choses dans tel ou tel sens. Maintenant, si les Gabonais nous surprennent en élisant le PDG et les Bongos, nous sommes démocrates, on dira, oh mon Dieu, donc tout ce temps où on se battait là, les Bongos, en fait, les Gabonais aimaient les Bongos. Moi, j'en doute, mais nous sommes des démocrates, on acceptera. Mais aujourd'hui, mes chers compatriotes, voilà les finalités qui s'imposent à nous. Nous avons le temps. Nous sommes prêts à participer à quelque chose qui dirait, voilà les opposants réunis. Si ils nous veulent, on peut être à cette table aussi avec eux, mais pour parler de blocage des élections, pour parler de comment on va articuler un ultimatum qui préparera le Gabon à la force démocratique de la rue. La rue étant entendue, encore une fois, comme une approche de désobéissance civile qui n'est pas nécessairement violente parce qu'on n'a pas besoin de violence. On a le peuple. Le peuple, c'est la force ultime. Les peuples sont les seuls qui réussissent. Même quand on parle du Mali, de la Guinée et tout ça, c'est d'abord des peuples qui ont été dans la rue et les militaires n'ont fait qu'entériner le désir du peuple en faisant un coup d'État. Au Gabon, ça peut aussi se passer de la même manière. Mais c'est le peuple qui doit être responsable du changement. Voilà les réalités que nous proposons. Maintenant, on va continuer ce débat de manière un peu plus formelle dans les temps qui viennent parce que nous voulons approfondir ce débat de manière à ce qu'au moins, si l'opposition peut se ressaisir, nous puissions articuler de manière unifiée, parler de la même voix, sans hiatus, que tous les leaders qu'on connaît aujourd'hui au Gabon, qui se disent de l'opposition, l'ancien PDG, nouveau PDG, enfin, je ne sais pas, tout ce qu'on sait là, qui dit être de l'opposition, doit être capable d'embrasser quand même ce qui garantit la victoire. Ils sont sur cette table. Pourquoi? Pour dire, on veut la transparence. Mais ce n'est pas quelque chose que les Bongos vont vous donner comme ça. Il faut travailler à l'imposer. Donc, voilà ce que moi, j'avais à vous dire. Je vais donc laisser à M. Omba l'opportunité de développer ce qu'il veut dire et puis de conclure parce qu'on a dit l'essentiel, on va dire. Voilà, monsieur Omba. Oui, docteur, je ne serai vraiment pas long parce qu'il faut quand même qu'on tienne parole. On a dit au peuple qu'on ne va pas passer plus d'une heure. On a fait 1h30. Je vais juste donc dire mon dernier mot et pour respecter l'heure. Donc, moi, mon mot va à l'endroit de mon peuple, hein, le peuple gabonais. Hein, je m'adresse vraiment et toujours à mon peuple, chers compatriotes. Hein, le moment des grandes décisions est arrivé. Nous allons encore vers 2023 sans avoir fait ce que nous devrions faire, ce que nous avions promis de faire avant la prochaine élection. Mais nous ne l'avons pas fait, chers compatriotes. Mais si vous pensez que le BDP peut diriger ce leadership, chers frères et sœurs, nous vous invitons à contribuer dans la caisse révolutionnaire. Cette caisse, il y en a qui ne comprennent pas très bien l'importance de cette caisse. Mais cette caisse est stratégique parce que c'est elle qui nous permettra de concrétiser ce projet, ce combat et de le rendre efficace et durable jusqu'à la chute des Bongos. Nous voulons quelque chose de consistant. Nous voulons quelque chose de durable parce que nous ne savons pas combien de temps nous pouvons prendre pour faire chuter ce régime. Nous avons toute une logistique à préparer.
mais l'ego s'interpose parce qu'il y en a qui disent on n'aime pas le docteur Mangara, on n'aime pas M. Omba. Mais vous n'aimez pas les altruistes, des gens qui se disent même si nous on meurt, vous allez profiter. Essayez quand même de comprendre ça dans ce sens. Rien ne nous garantit que si on descend au Gabon, on sera vivant jusqu'à la fin du combat. Rien ne nous garantit ça. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être des altruistes pour dire, je reconnais au docteur Mangara son esprit altruiste. Je lui donne, même si je ne l'aime pas, lui, il a dit qu'il va délivrer le Gabon. Monsieur Omba a dit, il va descendre au Gabon. Telle personne a dit, toute l'équipe des radicaux se rallie pour se décider. Ne regardez pas la face, regardez les actions qu'on va poser sur le terrain. Chers compatriotes de l'opposition, l'élection est un piège et nous le savons déjà. Pourquoi y participer? Là est la question dont la réponse intéresse nos enfants. Ne soyons pas gourmands et ingrats. Pensons à l'avenir de nos enfants. Pour tous ceux-là qui veulent contribuer à la caisse révolutionnaire du BDP, je viens de vous poster le lien. Vous allez dans le chat et vous allez le trouver. Et il y a un message avant ça. Lisez ce message, il est très important. Donc, je vais m'arrêter là. Je remercie tous ceux qui ont été présents, qui ont voulu écouter les enseignements du BDP pour s'éveiller les consciences. Je dis encore une fois de plus, merci. Docteur, je vous remets la parole. Merci, M. Omba. Et donc, ceci conclut donc l'émission de ce soir, hein, chers compatriotes. La semaine prochaine, nous revenons pour en fait vous donner cette fois la parole. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, nous voulions d'abord inséminer notre manière de parler, de voir les choses, on va dire, dans le débat politique national. Pour ce soir, c'était cela. Partagez, si vous le pouvez, autant que vous pouvez, à vos amis, les groupes et tout le monde, pour que ce message circule. Ce n'est pas un message anti-opposition ou pro-Bongo, où on va dire on travaille pour Bongo parce qu'on critique l'opposition. Non, vous savez, c'est comme quand vous avez des enfants ou une famille. Pour arranger les choses en famille, il faut parler des problèmes. Vous ne pouvez pas avoir une femme et les choses ne marchent pas et vous ne voyez pas les problèmes et vous couvrez tout. Non, parler de l'opposition, c'est trouver les solutions au sein de l'opposition qui peuvent permettre à l'opposition de finalement faire élire un homme ou une femme de l'opposition, n'est-ce pas, qui pourra transformer notre pays. C'est tout ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est un débat interne à l'opposition qui s'impose et que nous espérons pourra s'articuler autour de ce que nous avons dit ce soir. Mais pour les gens qui ont essayé de se connecter, nous avons vu que notre frère Moketu, si vous nous écoutez, ce soir n'était pas prévu pour allonger l'émission, on veut s'arrêter maintenant pour ne pas que ça devienne encore trop long comme d'habitude. La semaine prochaine est la semaine où on va un peu ouvrir le débat. Hein. Donc, vous avez notre discours de rentrée politique qui est sur notre page. Écoutez-le. Il dit des choses importantes qui doivent pouvoir guider notre réflexion aujourd'hui. Et cette vidéo, évidemment aussi, écoutez-la attentivement, mais surtout, assurez-vous que si vous avez des questions à poser, vous devrez nous revenir donc le samedi prochain à la même heure. On va essayer de faire une émission à la même heure, 14h samedi, le 4, je pense que c'est le 4, où on pourra débattre de tout et où on pourra répondre à toutes vos questions sur ce qu'on a dit ce soir et sur éventuellement ce que nous avons dit dans notre discours de rentrée politique. Donc, et on essaiera de voir si on peut avoir des invités. Hein. Peut-être que Monsieur Luc Bongonossi sera avec nous, peut-être qu'il y aura un autre jeune avec nous, qui sait, mais l'idée c'est qu'on va essayer de débattre un peu en adulte de ces réalités-là. Voilà. Donc, nous vous remercions, chers compatriotes, et bon week-end à tous, et au revoir. Que la vie vous sourie, que les choses que vous désirez dans votre vie en ce nouvel an se passe et on aura l'occasion de continuer à échanger au fil des mois et des semaines qui viennent. Au revoir. Au revoir.